2023, cette ascension fulgurante de rêve s'arrête, un peu net, avec un impayé de 300 000 €. Gros impayé, ouais. Qui m'a littéralement mis à genoux, moi et mes équipes. Donc on a failli ne pas s'en relever, effectivement. Jusqu'à avoir des idées noires, je ne le cache pas, ça a été complexe. Une amie qui était spécialisée en burn-out m'a dit « Franck, là t'es pas loin, parce que tu es en défaut d'accomplissement de toi, épuisement professionnel, physique et moral. Tu vas pas tarder à attaquer la 3e phase de dépersonnalisation et tu vas plus avoir envie de voir personne. Quand tu vas être là, ce sera trop tard. On pourra plus rien faire pour toi. » Bienvenue dans En Business, soyons cash. Aujourd'hui, j'accueille Franck Ferret de Équipe Habitat. Bienvenue Franck. Bonjour Pauline, bien sûr, merci de m'accueillir. Merci d'avoir accepté l'invitation et d'être avec nous aujourd'hui. Avec plaisir. Tu es dirigeante d'une entreprise donc de menuiserie. Tu vends tout ce qui va être pergola, porte-fenêtres, fenêtres, etc. Tout ce qui s'ouvre et qui se ferme et toute matière, pour simplifier. Dans l'habitat, voilà. Parfait. Tu as grandi dans une famille d'artisans. Ton papa était artisan sur des chantiers, ta maman expert comptable. C'est bien ça. Tu as découvert assez jeune le milieu du bâtiment, travail sur les chantiers, ce qui t'a donné ce goût du terrain. Mais tu as quand même évolué dans des études supérieures, génie civil, électricité, conduite de travaux, commerce. Donc tu as toute cette fibre commerciale, toute cette fibre terrain, et tu es devenu du coup technico-commercial dans une entreprise du bâtiment sur 6 départements. Ça t'a ouvert les portes de la création d'entreprise. Tu as eu des belles opportunités à ce moment-là de ta carrière et tu as créé Équipe Habitat en 2017. C'est ça. Très vite, l'entreprise grandit avec des acquisitions externes. Trop vite. Ça spoil l'épisode. Des groupes spécialisés dans différentes filiales avec de l'équipement intérieur, extérieur, etc. 2023, cette ascension fulgurante de rêve s'arrête, un peu net, avec un impayé de 300 000 €. Gros impayé, ouais. Effectivement, ça... Qui m'a littéralement mis à genoux, moi et mes équipes. Donc on a failli ne pas s'en relever, effectivement. Ça. Donc ça a mis vraiment un gros coup de frein au développement. Ouais. Ça a eu aussi des gros impacts sur toi, personnellement. Et donc c'est ça qu'on va partager aujourd'hui. Tu vas nous retracer un petit peu ton parcours et nous livrer ce que ça a pu avoir comme impact pour toi, cette étape dans le développement qui a forcément laissé des traces. Et donc l'idée c'est de revenir un petit peu là-dessus, de décrypter ce qui s'est passé, de comprendre que tu as vécu toi aussi en tant que personne et dirigeant d'entreprise, et comment tu as rebondi, comment tu as restructuré la boîte, parce que la boîte aujourd'hui existe toujours, va bien, tu as plein de projets. Effectivement. Et donc voilà, l'idée c'est vraiment de retracer tout ça. Est-ce que tu es prêt pour passer sur le grill ou pas? Allons-y, je suis là, je suis prêt. Très bien. Avant ça, est-ce que tu peux nous retracer, je l'ai retracé dans les grandes lignes, mais nous redire un petit peu par rapport à ton parcours, ce milieu terrain commercial, ton cœur balance, comment tu as choisi finalement l'entrepreneuriat et de te mettre à ton compte? Oui, déjà très jeune, si je voulais passer du temps avec mon père, il fallait que j'aille sur les chantiers avec lui. Sinon, je le voyais pas. Okay. Mes parents étaient divorcés en plus, donc à un moment donné, j'ai pas eu le choix. Donc dès que j'ai eu 12-13 ans, j'ai su me servir de mes 10 doigts, je suis allé au chantier avec lui. Et puis le bâtiment est une très bonne école de la vie, j'ai appris plein de choses. Au-delà des compétences techniques, j'ai appris aussi le savoir-être et le comment on se comporte bien avec les autres personnes sur le chantier pour que ça se passe bien. Je voyais régulièrement les conducteurs de travaux, les archis arriver sur les chantiers, et clairement ils me faisaient rêver. Donc je me suis dit voilà, ça c'est quelque chose que j'ai envie de faire. Quand j'étais plus jeune, que j'étais ado, et donc j'ai voulu être architecte à la base. Et puis finalement, l'école d'architecture m'a ouvert les bras. Certes, j'y suis rentré, mais ça ne m'a pas convenu. Et c'est en me cherchant un petit peu que, après une amie qui faisait des tests de personnalité, que j'ai découvert que j'étais musicien. Donc soit j'allais vers le côté artiste, acteur, théâtre, musique. Ouais. Soit technico-commercial, c'est quelque chose qui te conviendrait bien parce qu'il y a le relationnel humain, parce que tu aimes l'humain, parce que tu as appris des compétences techniques sur les chantiers. Et donc, j'ai trouvé une entreprise à l'époque qui cherchait un petit jeune à former. Et donc, je suis devenu technico-commercial comme ça pour une usine d'escalier bois à la base. Et après, j'ai eu la chance d'être recruté par un grand groupe français, Préfal pour ne pas les citer. Et puis là, j'ai tout appris et j'étais un peu un référent technique et commercial pour les 60-70 clients pros que j'accompagnais sur le secteur, sur le bassin méditerranéen. Et c'est eux qui m'ont dit, mais toi, tu devrais t'installer à ton compte, tu as la fibre entrepreneuriale, tu devrais. Bon,
T'en disais quoi quand on te disait J'étais ça? trop jeune, c'était pas le moment. Je disais pourquoi pas, un jour peut-être, tout ça. Bon, puis après, il y a eu des événements dans ma vie qui ont été complexes. J'ai perdu mon permis de conduire, et puis la même année, j'ai perdu ma mère, et je me suis remis en question. Et puis là, j'ai dit, ben, pourquoi pas, mais j'étais pas tout à fait prêt. Et j'ai mis du temps à comprendre ce qu'il voulait dire, en fait. C'est ce côté leadership, entreprenant, mais humanisant aussi. C'est-à-dire que moi, je suis attiré par un projet que s'il y a de l'humain et s'il y a du partage et s'il y a une énergie collective qui va vers quelque chose d'intéressant. Et j'avais pas encore trouvé ça jusqu'à ce que mon parrain, qui était un de mes clients à l'époque, me dise je vais arrêter, je pars en retraite. J'ai pas de repreneur. Et là, waouh, Les magnifique. planètes s'alignent. Une boîte qui a plus de 20 ans, qui tourne, qui a des salariés, qui n'a pas de repreneur, et là j'avais un super projet de vie, quoi. Donc je me suis dit c'est maintenant. Donc je me suis installé en indépendant avec l'objectif de reprendre cette entreprise. D'accord. C'était en 2017. Donc après 2019 on l'a repris, puis il y a eu les périodes Covid compliquées, puis mais ça voilà, petit à petit ça m'a amené de technico-commercial usine à agent commercial indépendant à aujourd'hui PDG du groupe Équipe Habitat. Et voilà, c'était aussi une casquette qu'il fallait assumer et c'était pas facile. C'est sûr. Et donc du coup, donc 2017 la création, 2019 tu rachètes cette boîte. C'est ma première entreprise, donc ma première croissance externe. Première croissance externe. Donc là, on arrive 2023. Il y a eu une autre acquisition entre-temps? Oui, du coup, j'avais créé et imaginé le groupe Équipe Habitat avec l'objectif d'être une solution pour ces chefs d'entreprise-là qui n'avaient pas de repreneur. Et donc, le groupe avait pour objectif de racheter des entreprises qui allaient fermer faute de repreneur. Et il y en avait plein dans mon métier. C'était déjà l'ambition, c'était celle-ci, ok. Donc, une première société, puis une deuxième, puis une troisième. Bon, puis schéma économique qui change, structure d'entreprise qui change. Et donc, j'ai grossi trop vite, trop fort. Je pensais qu'il fallait d'abord être gros et avoir un bon gros chiffre d'affaires pour mettre en place des process et une structure. Alors qu'en fait, il fallait d'abord structurer et écrire les process pour assurer la croissance. J'ai mis du temps à le comprendre, mais je pense que l'humain est ainsi fait, on doit faire des erreurs pour apprendre. Okay. On va s'arrêter là, du coup, sur le podcast, parce que c'est déjà un enseignement. Non, mais c'est énorme comme enseignement déjà. Mais ouais. Combien on en voit qui se disent, mais ça sert à rien que je processise, je sais pas si ça dit comme mot. Ça sert à rien que je mette du process, ouais, c'est ça. C'est un investissement, ça va coûter, mais en fait, c'est tellement important de poser les bases, les fondamentaux, les rails, pour ensuite se dire, ok, on monte en puissance, sinon on est arrêté net au moment où, en plus, on a pris peut-être des charges, des emprunts, des engagements financiers qui font qu'on ne peut plus baisser la voilure et on n'est pas sur rail, quoi. C'est ça. Donc, et donc, du coup, en 2023, on va rentrer dans ce vif du sujet qu'on a annoncé en introduction. Tu te prends un impayé de 300 000 euros. Ouais, gros impayé. Ouais, très gros impayé. Parce que je suis allé vers des marchés d'appels d'offres privés sur lesquels je n'allais pas avant. Parce qu'à un moment donné, il y a un schéma économique qui fait que si on rentre pas au minimum tant par mois, eh ben, la trésor fond comme neige au soleil et c'est compliqué. Moi, en plus, j'avais la particularité d'avoir grossi au sein de mes entreprises grâce ou à cause à des membres de ma famille qui m'avaient rejoint. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je grossis, je me structure, j'essaye, je cherche du monde, je trouve pas. Dans l'arrière-pays de l'Hérault et du Gard, dans les Cévennes, il n'y a pas grand monde. Et donc, c'est tous les membres de ma famille qui m'ont rejoint en disant, ben, nous, on peut t'aider. Moi, naturellement, c'était magnifique comme projet de pouvoir embaucher des gens de ma famille. Donc, très vite, on était 8 collaborateurs, c'était que des membres de ma famille, quoi. Cousins, cousines, beaux-frères, belles-sœurs, bon, voilà. Et ça aussi, c'est très difficile de manager. J'y suis pas arrivé. Le côté émotionnel de la chose, je ne pouvais pas driver et manager des employés qui étaient des membres de ma famille correctement. J'y arrivais pas. Il y avait trop de conséquences émotionnelles. Donc en fait, petit à petit, ça m'a rendu compte, j'allais droit vers des chantiers compliqués où d'un côté, le travail n'était pas fait comme je voulais et on n'était pas rentable. Et je pouvais rien faire parce que j'arrivais pas à manager correctement. Et de l'autre, en fait, il fallait que je rentre du business pour combler les lacunes internes. Est-ce qu'il y a un cercle vicieux Et j'ai tout porté comme ça. Et en fait, énorme cercle vicieux, tu as le bon mot.
Donc là, comment on passe d'un cercle vicieux à un cercle vertueux, j'ai demandé de l'aide. Je m'en suis pas sorti tout seul. J'y serais pas arrivé. Justement, on va y revenir pour que tu nous expliques un petit peu. 300 000, pour ceux qui nous écoutent, c'est limite le chiffre d'affaires d'une année, voire 2 fois le chiffre d'affaires d'une année. C'était trop gros. Comment, tu peux nous raconter ce que c'était, un peu comme type de chantier, pourquoi, enfin voilà, le contexte un petit peu, comment on arrive à avoir 300 000 euros d'impayé, c'était quoi le type de chantier c'était du mauvais timing. En fait, c'est là aussi que j'ai découvert que dans l'entrepreneuriat, il y en a beaucoup qui disent attention à la gestion du cash flow. Ça veut dire quoi? Que tu dois payer le plus tard possible ce que tu dois et encaisser le plus tôt possible ce que tu dois encaisser. Mais les autres, ils font pareil avec toi, en fait. Et en fait, je me suis retrouvé à faire la banque pour une entreprise du bâtiment qui traînait un peu sur un chantier en bord de mer, 7 bâtiments. Moi, j'avais le marché des volets et le marché n'avançait pas. Arrêté préfectoral qui a interdit de faire du bruit pendant la période estivale, donc chantier arrêté. Et donc d'un côté j'ai la marchandise et elle est prête à poser, et de l'autre j'ai un chantier qui avance pas, que j'ai acheté au fournisseur. Tu avais tout payé? Eh oui. Okay. Normalement il y a des conditions de paiement. Oui. Mais là comme le chantier traîne, à un moment donné le fournisseur il dit ok, mais on peut pas tous faire les banques pour l'entrepreneur qui avance pas en fait. Complètement. Donc à un moment donné il faut y aller, il faut payer, il faut prendre une décision. Donc on achète la marchandise, elle est là, elle est stockée. Surtout que j'imagine que juste pour ce sujet-là, j'imagine que tu avais un prix intéressant de ton fournisseur sur le volume. Sur le volume, bien sûr. Okay. Oui, parce que ça tombe en plus à une période où il y a les hausses de prix qui sont annoncées. Donc attention, enfin bon, on a fait tout ce qu'il fallait pour avoir la marchandise et qu'on arrive à faire le job, sauf que le chantier est arrêté et qu'en fait on ne peut pas poser notre produit tant que le chantier n'avance pas. Et donc vous pouvez pas le payer. Et voilà. Donc il dit pas qu'il va pas me payer. Il dit juste pour l'instant le chantier n'avance pas. Donc tu peux pas poser, donc tu peux pas facturer, donc on peut pas te payer. Et ouais, mais attends, je fais quoi moi? C'est ça. Et oui, parce qu'en attendant, il faut payer les gars, il faut payer la marchandise, etc. À quel moment tu t'es dit ça va être vraiment problématique? Genre vraiment, il faut soit que je pivote, soit que je sorte de ce truc. Je crois que je me le suis jamais vraiment dit et que c'est quelqu'un qui m'a sorti et qui m'a dit regarde, là maintenant stop. Mon expert comptable, je la remercierai jamais assez. Elle m'a dit là maintenant, il faut qu'on réagisse parce que tu avais 3 mois de trésor d'avance et là tu n'as plus qu'un mois d'avance et ça va pas le faire. Ok. Et elle avait raison. Tu dis quoi là à ce moment-là? J'ai dit ok, on fait quoi du coup? Et elle me dit on va voir, le tribunal de commerce est là pour ça, pour t'aider. Donc on va aller leur demander un plan de sauvegarde. Je savais même pas que ça existait. Donc j'en parle parce que je pense qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui ne savent pas que ça existe. Non, clairement. Et je pense aussi qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs où dès que tu prononces le mot tribunal, tout de suite c'est la cata. Alors que pas du tout. Donc ils ont été super bienveillants, ils ont tout de suite compris la situation, ils ont vu qu'on n'était pas en état de cessation de paiement, mais waouh. En fait, la sauvegarde, c'est à situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle. Exactement. Il t'arrive un truc qui n'était pas prévu, comment tu fais pour... Exactement. Voilà. Et donc, grâce à ça, on a sauvé l'entreprise, le chantier a repris, on a livré, on a encaissé, parce que dans le prévisionnel, cette somme-là, elle n'était pas perdue. Il fallait juste attendre qu'à un moment donné, on puisse faire le boulot, livrer, poser, encaisser, quoi. Parce que ça a fini par t'être payé? Alors après, les tensions humaines ont fait que j'ai préféré me retirer du marché. D'accord. J'ai livré ce que j'avais, et le reste, j'ai dit, je me retire du marché. On a signé un accord, un protocole d'accord. Mais, et même eux, ils étaient satisfaits de ça parce qu'ils savaient pas, le chantier était tellement chaotique qu'ils savaient pas comment ils allaient s'en sortir. Donc, j'ai pu me retirer de ça et sauver mes entreprises. D'accord. Sinon, je serais encore dedans, je pense. Est-ce que, quand on avait préparé l'épisode, tu m'avais dit que ce chantier, tu l'avais pris parce que tu avais besoin aussi de remplir le carnet de commande, ce que tu viens de me dire tout à l'heure, en disant, à un moment, on a un certain niveau de charge, donc il faut faire rentrer du chiffre. Là, tu as un beau chantier qui se présente. Tu le prends. Est-ce que pour autant, tu repères des espèces de signaux faibles en te disant j'y vais, mais c'est risqué, mais j'y vais quand même? Ou est-ce que pas du tout, à aucun moment, tu t'es dit qu'il pouvait y avoir... Tu te dis, mais j'ai été idiot. Mais sur le moment, non. Tu te dis, c'est du pain béni. Puis j'étais toujours dans un état d'esprit où je me disais, il faut avoir un peu de chance aussi dans l'entrepreneuriat. Et je me disais, cool, j'ai de la chance. C'est-à-dire qu'à force, le bouche à oreille a fait que un tel a parlé à un tel de moi. Et tac, j'ai été la bonne personne au bon endroit au bon moment. Et je me suis dit, c'est waouh, génial. Et après réflexion, non, en fait, tous les voyants étaient au rouge. Tous les red flags, je les ai vus, mais je les ai ignorés. Il y avait quoi comme red flag? Le fait que c'était un marché d'appel d'offres privé qui avait déjà démarré. Donc normalement, tous les lots sont déjà verrouillés et attribués à des entreprises. Oui. Comment ça se fait que celui-là, il sort du chapeau et tiens, il est pour toi, Franck? C'est bizarre, l'histoire. Tu vois. Mais je me suis dit, bon, peut-être que... Voilà. C'est ça. Le fait que ce soit un apporteur d'affaires indépendant qui me l'ait amené,
qui était sur Marseille, alors que le chantier était en bord de mer, à côté de Montpellier. Le fait qu'il y ait un planning qui était déjà pas respecté. C'est-à-dire qu'on m'a fait signer un planning, parce que quand tu signes un marché d'appel d'offres, tu tamponnes et tu signes des pavés. Hein. Et ça, j'avais pas le droit de les regarder ni de les lire. C'était, tu prends la dernière page, tu tamponnes, tu signes et c'est bon. Et ça m'a vraiment dérangé, parce que je me suis dit, je tamponne, je signe, mais je sais pas trop ce que je tamponne, je signe, et ça, je trouve, c'est pas normal. Donc bon, au final, j'aurais jamais dû aller plus loin, mais ils m'ont signé les devis, ils m'ont versé un acompte conséquent, à ce moment-là, qui m'a fait du bien, j'en avais besoin. Ouais. Parce que derrière, tu as les équipes qui tournent et il faut... Ouais. Enfin, moi, à l'époque, j'avais 22 familles à nourrir. Et ça me pesait. Je me disais, et la moitié, c'était des membres de ma famille. Oui. Donc, je ressentais sur moi le poids de cette responsabilité. Il fallait que je trouve un moyen de payer les salaires à la fin du mois. Mais juste parce que je voyais plus mes 3 mois de trésor d'avance. Hein, c'était mon stress. Parce que j'étais pas en état de cessation de paiement. J'avais la trésor d'avance. Mais en fait, je voyais que si, mois après mois, je rentrais pas ce qu'il fallait rentrer, ben, j'allais galérer, quoi. Oui, donc là, ça tombait très très bien. Tu sentais que c'était challenge de pouvoir rentrer suffisamment de chantier. Et donc là, tu dis, c'est parfait, ça tombe à pic. Exactement. Mais après, ben voilà, je me suis rendu compte que j'étais seul dans le bateau à ramer pour... Et après, quand le chantier il a quand même démarré, ils t'ont payé la compte, le chantier démarre. Et là, justement, ce moment où voilà, ça prend du retard, tu fais quoi? Tu repositionnes tes équipes sur autre chose? Comment ça se passe au niveau des équipes, tu vois, dans le quotidien, en fait? Tu vois, si par exemple, on devait, tu vois, être une petite mouche, là, ou fourmi qui regarde le Franck à ce moment-là. Ce qui nous prend le plus d'énergie, c'est l'enfer aujourd'hui, c'est le problème de fiabilité des chantiers. Là, on a une météo pourrie sur le mois de janvier, il fait que pleuvoir, on n'avance pas. C'est-à-dire que tu planifies une livraison et pose, et c'est lourd en menuiserie. Tu vois, il y a du matos, c'est de la logistique. Donc charger les camions, aller sur chantier, décharger, approvisionner, poser, et on te dit non, le chantier est pas prêt, on peut pas, donc on annule. Ou alors le fournisseur a du retard, il manque un reliquat, il manque une palette, et tu peux pas aller sur le chantier. Enfin, c'est que ça, tout le temps. D'où ma bifurcation vers le marché de la pergola pour avoir à chaque fois un autre secteur d'activité, qui vient combler celui-ci. Qui est de plus en plus tendu, on va pas se mentir. Hein. Le bâtiment va mal, on en parle souvent. Mais en fait, s'il n'y a pas de chantier, il y en a moins. Et si en plus, ils n'avancent pas correctement, comment tu veux qu'on s'en sorte? C'est clair. Donc, Et tes équipes, à ce moment-là, elles le vivent comment? Parce que toi, ça te stresse. Tu dis qu'est-ce que je vais faire? Comment je vais les repositionner? Parce que pour avoir une idée, tu avais combien de personnes qui étaient affectées sur ce chantier là, qui finalement on avait 8 personnes. Ouais, il y avait 4 équipes de pause. 4 équipes de pause, donc c'est énorme. Ouais. Et du coup, comment t'arrives à trouver des chantiers pour les repositionner? Comment ils sont? Est-ce que tu dois te séparer de certains? Comment tu fais pour tenir la baraque quand même, occuper tes équipes? Est-ce que tu les inquiètes? Est-ce que tu leur tu les inquiètes? C'est-à-dire que tu leur expliques et ça les inquiète, ou est-ce que tu essaies de les rassurer? Après coup, ils m'ont expliqué que ils voyaient que ça allait pas, puisque j'étais tout le temps stressé, énervé, le visage fermé. Le paraverbal, on parle beaucoup de la communication, le paraverbal et le non-verbal, je m'en rendais pas compte, mais en fait j'arrivais au bureau avec tellement de tension sur moi qu'il palpait tout. Donc bon, après j'ai demandé de l'aide, un expert en pilotage d'entreprise qui est venu faire un audit RH interne, et finalement qui m'a aidé à me séparer des personnes aussi qui étaient toxiques, qui étaient nocives, parce que t'as celles qui sont là pour t'aider quand elles sentent que tu vas pas bien, et t'as celle qui t'appuie sur la tête encore plus quand elles sentent que tu vas pas bien et que il y a un moment de faiblesse, on va en profiter. Ah oui, j'avais les deux comportements. Il y avait ceux qui m'écrabouillaient et ceux qui, au contraire, essayaient de m'aider. Mais quand t'es chef d'entreprise, eux, quoi qu'il arrivait, ils avaient leur salaire à la fin du mois. Ah, ça, c'est clair. C'est clair. Et comment t'as réussi à... Donc, tu t'es fait aider. Donc, t'as pris quelqu'un, tu t'as dit en RH, en pilotage d'entreprise. Comment tu as réussi à un moment dire stop, te séparer des personnes en te disant bah là c'est plus possible, en plus sachant que c'était pour la plupart des personnes de ta famille? C'était on pourrait croire que c'est plus facile en fait avec des gens de sa famille. Non, c'était un vrai deuil. Ça l'est pas forcément. Pour moi, c'était inenvisageable de me séparer des membres de ma famille. C'était inconditionnel, tu vois, c'était un amour inconditionnel. C'était quoi qu'il advienne et quoi qu'il arrive, j'irai au bout avec ces personnes-là. Et si je construisais tout ça, c'était aussi pour elles. Mais ça fait quand tu me montres par A plus B, que tu me prouves qu'en fait ces personnes-là profitent du système, profitent de toi, sont contre toi, et feront rien pour t'aider, en fait elles prennent, et là tu te dis ah ouais. Donc il faut arriver à séparer la personne de... Ce qui a été très dur, c'est séparer l'humain que j'aime, qui est membre de ma famille, de l'employé d'une entreprise qui finalement
avec du recul et maintenant j'ai ma part de responsabilité, je le comprends, on n'avait pas tous les éléments, les process n'étaient pas écrits. Enfin, comment voulais-tu qu'ils performent et qu'ils se sentent bien dans cette entreprise alors que je les ai jetés là-dedans et débrouillez-vous, quoi. En fait, ça a été un peu ça. Donc, avec du recul, j'ai ma part de responsabilité et je leur en veux parce que humainement, ils m'ont blessé. Mais ça m'a appris à faire différemment et à être un meilleur patron aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai une équipe autour de moi qui est extraordinaire parce que c'est écrit, parce que je souhaite à tous les entrepreneurs de vivre ça. Mais ça passe par une étape de comment veux-tu qu'un collaborateur soit heureux dans son travail et dans ton entreprise si tu n'as pas clairement défini sa fiche de poste, à quoi il va servir, quelle est sa haute valeur ajoutée dans l'entreprise et comment il peut s'épanouir et comment il peut t'aider. Tout ça, c'était pas écrit avant. Maintenant, c'est écrit. Et maintenant, c'est écrit. Voilà. Et finalement, cet épisode-là, qui a été un épisode, tu l'as dit toi-même, hein, ça a mis un stop au développement. Il a fallu passer par une phase tribunal de commerce. Enfin, en fait, j'ai reçu il y a pas longtemps une personne qui a vécu. Alors pour le coup, lui, il a liquidé sa boîte et ça a été une entreprise familiale en plus, donc hyper dur à vivre en fait aussi humainement. On sait que c'est des passages qui sont très difficiles. En plus, il n'y a pas beaucoup de monde qui en parle. C'est toi qui as demandé. Alors, tu as dit que ton expert comptable t'a levé la tête en disant stop. Je suis allé jusqu'à avoir des idées noires, je te le cache pas, ça a été complexe. Une amie qui était spécialisée en burn-out m'a dit Franck, là, t'es pas loin. Parce que tu es en défaut d'accomplissement de toi, épuisement professionnel, physique et moral, et tu vas pas tarder à attaquer la 3e phase de dépersonnalisation, tu vas plus avoir envie de voir personne. Quand tu vas être là, ce sera trop tard, on pourra plus rien faire pour toi. Donc, elle m'a ouvert les yeux là-dessus en me disant mince, comment je me sors de là? Et donc là, j'ai commencé à consulter un psychologue spécialisé, et là, prise de conscience, que tout ça, c'est que du boulot. Ça paraît fou, mais voilà. À l'époque, j'avais que ça, hein. J'étais obsédé par mon travail. Est-ce que tu penses que c'est que du boulot? Ah oui, c'est que du boulot. Il y a tellement plus important à côté. Déjà, maintenant, accepter et prendre conscience que la personne la plus importante de toute ta vie, c'est toi-même. Si toi, tu vas pas bien, et que tu n'es plus là demain, comment tu peux aller bien pour toi-même et pour ceux qui t'entourent? Tu peux plus rien faire. Donc, avant, je prenais pas du tout soin de moi. Je faisais tout pour ma femme et mes enfants, ou mes amis, mais moi, je passais en second. Maintenant, c'est notre état d'esprit. Si moi, je vais bien, je le vois, de toute façon, ça a été une métamorphose, passer d'un cercle vicieux à un cercle vertueux. Dès que moi, je suis allé mieux et que j'ai commencé à reprendre la musique, à retravailler, à repartager avec la guitare, à revenir à du lien humain, mais ça a été instantanément que j'ai fait fuir les personnes toxiques et que j'ai attiré à moi. On dit que le positif attire le positif. C'est vrai, hein, c'est incroyable. Quand je te demande, est-ce que tu penses que c'est que du boulot? Parce que dans ce que tu dis, tu vois, c'est on va donc monter cette boîte, ok. Je vais embarquer les gens de ma famille. C'est un projet de vie, en fait, aussi. C'est, tu vois, il y a de la projection, il y a une vision. On y met vraiment de sa personne en tant que chef d'entreprise quand on monte des projets comme ça et qu'en plus on amène, voilà, des gens qu'on aime dans l'aventure. Tu vois, c'est pour ça, je te dis, est-ce que c'est vraiment que du travail? Parce qu'au final, tu vois, t'as aussi toute cette partie humaine qui est autour. Avant, je le disais pas. J'avais des collaborateurs qui travaillaient les jours fériés, les week-ends, en soirée, très tôt le matin. Je trouvais ça normal parce que je faisais pareil. Maintenant, non. Moi, il faut que mes collaborateurs puissent avoir un environnement pro et perso bien séparés et que grâce à leur job, et ce n'est qu'un boulot, puissent avoir des projets de vie, fonder une famille, partir en vacances, profiter. Voilà, moi, j'ai une collaboratrice qui part en vacances, je ne la dérange pas. C'est ses vacances. De la même manière que moi, j'aimerais être tranquille quand je suis en vacances et qu'on ne me dérange pas, il faut que moi, je la laisse tranquille quand elle est en vacances et que je la dérange pas. Donc, c'est être capable de dire aussi à mes collaborateurs et de montrer l'exemple et d'être, d'interpréter ce que moi je veux être, que je dis oui, ce n'est que du boulot. Il y a beaucoup plus grave et c'est pas important. Le travail, c'est le travail, ok. Mais vraiment, je peux pas dire autrement, c'est que du boulot. C'est notre philosophie, mais... Dans cette période-là, t'as l'entourage familial qui trinque forcément. Ouais, complexe. Comment ça a été à ce niveau-là? Parce que tu as des impacts sur tes collaborateurs, tu l'as expliqué, sur toi-même, mais ton toit, il y a ton toit au travail, il y a ton toit à la maison, il y a ton toit dans ta vie personnelle. Donc il y a tes amis, on entend cet ami aussi, donc ton expert comptable qui t'a levé la tête, cet ami qui t'a dit « Oh Franck, attention ». Dans l'entourage personnel, familial, ton épouse, je crois, a été assez exceptionnelle et d'un soutien heureusement fort. que...
Et oui, mais bon, j'ai appris aussi, voilà, qu'il y a l'environnement privé, personnel est tout aussi important que l'environnement professionnel et social, et que tout ça, ça fait des piliers qui font que tu es serein et stable ou pas. Donc, heureusement, voilà, mon épouse a su absorber un peu toute cette énergie négative Elle travaillait et pas elle temporiser. travaillait dans Pas du l'entreprise tout, ou non, pas? on n'a jamais travaillé ensemble, mais elle est aussi elle est agricultrice, donc elle sait ce Ah que oui. c'est que d'être indépendante et de gérer les problèmes. Et elle, pour le coup, elle bosse en famille. Donc, voilà, avantage, inconvénient, elle sait, mais voilà, elle a su, du moins, à un moment donné, juste, elle me connaît, me remotiver quand il fallait, m'envoyer quelques électrochocs, quelques vérités qui font mal, parce que je suis un garçon qui est capable de me remettre en question, et voilà, elle savait que j'étais aidé, elle savait que je voyais quelqu'un, elle savait que j'étais bien entouré, mes amis étaient là aussi pour moi, bon voilà. Et effectivement, c'est pas simple. Voilà. Et elle, après, quand moi je suis allé mieux, elle a vécu des difficultés elle-même. Et puis après, on C'était à se ton tour soutient. de l'aider. Mais être capable aussi de dire, quand on passe la porte de la maison, on est à la maison, on doit être là pour nos enfants. Nos enfants ne méritent pas de ne pas avoir papa et maman 100% pour eux. Donc ça passe par une boîte à l'entrée, nos téléphones, on les pose, on n'y touche plus. C'est quoi? C'est juste 2 heures par jour. Faisons-le. Alors que tu as vu, si on a le téléphone dans la main, on est tout le temps pollué. Il y a forcément soit des professionnels, soit des collaborateurs, soit des problèmes qui nous envoient des messages. Et en fait, notre cerveau, il n'est pas là en frontal avec nos enfants, il est ailleurs en train de se dire, mince, comment je vais régler ça? Ouais, surtout quand ce que tu as à régler, c'est un gros problème, ça vient forcément polluer, Donc quoi. c'est là où, quand je te dis c'est que du boulot, c'est accepter que le moment privilégié que tu peux avoir avec ta femme et tes enfants, c'est là. C'est pas arrête que ton boulot vienne prendre du temps perso et arrête que ton perso vienne prendre du temps pro aussi à l'inverse, tu vois. Il faut équilibrer tout ça. Mais bon, Pas si simple. ouais. Qu'est-ce qui t'a donné la force, en fait, de surmonter ça? Parce que euh, on aurait pu se dire, bon, bah, ok, là, je me prends cette ardoise, tout le monde me dit, je vais dans le mur, même toi, tu t'en rends compte, il faut faire quelque chose, etc. T'aurais pu décider de dire, bah, terminé, plutôt que d'aller à la sauvegarde, si on laisse le truc dépérir, on liquide, Oui, et en terminé, on plus, ferme cette boîte, parce que les autres fonctionnaient, parce que ouais, on parle d'acquisition externe, ce qui veut dire qu'il y en avait des premières qui ouais. tournaient. Puis on me l'a conseillé en plus. Enfin, il y en a qui m'ont dit, mais qu'est-ce que tu t'emmerdes à essayer de sauver une boîte, coule là et t'en remontes Et une ben autre et c'est voilà, parti. dis-nous. Non, alors pourquoi? Parce que j'ai vécu ça dans le passé. Mon père a liquidé 2 fois sa société d'électricité. Et de mon point de vue d'enfant, j'avais honte de Ok. la façon dont ça s'était passé, d'adolescent à l'époque et enfant. Et puis, c'était le tribunal de commerce a dit que la boîte était viable et qu'on pouvait la sauver. Donc, tu vois, c'était un beau challenge. Moi, j'aime Ouais, relever les défis il y a ça quand même. et j'aime ça, tu vois, ce côté rare, assez rare pour dire, il n'y en a pas beaucoup qui y arrivent à sauver une entreprise. Ça va souvent en redressement ou en liquidation. La sauvegarde, finalement, il y en a très peu. Et même le juge du tribunal de commerce m'avait dit, vous savez, sur plus de 10 000 dossiers qu'on gère à l'année, il n'y en aura même pas 10 C'est ce que j'allais qu'on dire. envoie en sauvegarde. Donc, waouh, je me sens quand même privilégié et puis considéré à ma juste valeur. Il y a aussi ça. Parce que... Et puis après, quand on a fait un peu le ménage et qu'on a recruté les bonnes personnes, et j'ai eu la chance d'avoir un super directeur général qui m'a accompagné, qui est toujours là, qui a 10 ans de moins que moi, en fait, qui a une énergie, tu vois, un petit jeune. C'est souvent ça, mais qui te pousse derrière et qui te dit on va y arriver, on va sauver l'entreprise, je sais comment faire, là, tu peux compter sur moi, je suis là. Et que tu vois les résultats. Parce que factuellement, à un moment donné, le nerf de la guerre, c'est quand même de regarder les chiffres. Les chiffres Ouais, parlent clair. d'eux-mêmes. C'est clair. Tu dis bon, ben allez, ok, ça vaut le coup. On y va, on s'accroche. Et puis. Combien de temps il a mis ce gars, tu l'as recruté au moment où ça allait pas pour Ouais, remonter ou il était déjà là? Il savait dans quoi il s'engageait. Ouais. Et ouais, il est venu à ce moment-là, du coup, Ouais. il t'a rejoint. Bah, c'est bien, c'est Il a même quelqu'un été- qui se retrousse les manches, là. Il a même été autoproclamé par l'équipe en place directeur général du groupe, alors qu'à la base, il l'embauchait comme un développeur commercial et stratégique. Ok. Tu vois. Mais bon, quand il va écouter, il va rigoler. Mais c'est vrai qu'après cette journée, tout le monde a dit il faut qu'il soit directeur général. Mais moi, ça m'allait très bien. Parce qu'il a aussi la casquette de DAF. Et en fait, il m'a soulagé d'une partie que je détestais pour que je puisse me reconcentrer aussi, c'est ce qui m'a fait du bien, sur ma zone de génie. La haute valeur ajoutée que j'ai moi, c'est le relationnel humain, le commerce, j'aime me sentir utile et avoir des clients qui sont satisfaits. Ce que tu faisais plus ou moins. Et non, j'étais enfermé dans mon bureau et je gérais les problèmes toute la journée. Ouais. Et ouais, alors que la Quelques valeur coups de ajoutée téléphone, du mais pas patron, plus. c'est pas ça. Voilà. C'est clair. C'est hyper intéressant, je sais pas si tu t'en rends compte, mais les Non. enseignements qu'il y a derrière tout ça, parce que ça veut dire qu'en fait, on peut aussi
on doit même en fait aller recruter des personnes qui sont meilleures que soi Oui, sur ça, certains je sujets l'ai appris, ouais. pour pouvoir se concentrer sur sa zone de génie, là où on est bon. Et si en plus ce qui est bon, c'est le commerce, Mm. ben, c'est merveilleux. Tu vas chercher du client, ça ramène du flux et derrière, tu as des personnes qui sont capées et qui câblées pour pouvoir mettre du process, vérifier des indicateurs, Exactement. faire tourner la boutique en interne. Ça fait un bon équilibre quand même. Exactement. Combien de temps vous avez mis du coup pour vous remettre à flot et pour repartir dans ce cercle vertueux du coup? Jusqu'à ce qu'on ait le plan de continuation accepté par le tribunal, hein, donc ça a pris 18 mois, je crois, de mémoire. Ok. Voilà, et aujourd'hui, on reste actif et avec cette petite dette à épurer. Mais voilà, on a essayé d'être le plus transparent possible avec les fournisseurs, avec tous les clients, avec tous les partenaires, que tout le monde sache qu'on était sérieux, qu'on était là, qu'on était actif, et qu'on était, contrairement, parce qu'après le bouche-oreille, ça va très vite. Hein. Dès que tu vois De toute façon, procédure collective en ouais, j'allais cours. dire même au-delà du bouche-oreille, c'est que c'est public en fait. C'est la limite des systèmes de procédure collective, c'est que c'est public. Mais pour répondre à ta question, Donc, ce qui m'a motivé encore plus, c'est ça. C'est que ma femme m'a dit, la meilleure réponse que tu peux apporter à tous ces gens qui te critiquent et qui disent que tu vas me couler, c'est de te taire, de faire le job et de leur prouver que tu es encore là dans quelques temps. Alors qu'eux, sûrement, ils auront coulé. Et la preuve en est, c'est que je suis toujours là, ça bosse et ça se développe, et qu'il y en a qui sont plus là. Donc, voilà. vas-y, Slavour. Mission C'est ton accomplie. moment. Mission accomplie. Non, mais voilà, après, je souhaite de mal à personne. Mais c'était complexe de devoir affronter, d'un côté, nous, en interne, on sait ce qu'on vaut, on sait qui on est, on sait ce qu'on fait, et on sait qu'on va faire du bon boulot. Et de l'autre, le marché qui dit, attention, ils sont en train de se casser la gueule, ça va couler, quoi. Ouais. Ça, c'était le plus dur. Mais bon. Oui, alors que toi, tu sais pourquoi. Et oui. Tu sais ce qui s'est passé, tu sais quels sont les éléments déclencheurs. Alors ça. après, forcément, quand tu te prends un impayé tel que vous l'êtes pris, bon, qui a fini par être réglé en partie, parce que comme vous êtes parti en cours de route, ouais. alors vous avez quand même acheté les trucs, bon, il y a quand même eu des séquelles. C'est un accélérateur aussi, parce qu'en même temps, on sait que si les process n'étaient pas en place, tôt ou tard ou à un moment, Bien sûr. dans tous les cas, l'afflux de matière aurait fait que ça aurait fini par coincer. Mais les gens testent la honte, et moi je dis, s'il y a bien un truc dont j'ai pas honte et dont je suis fier, c'est ça. J'ai dit, vous en connaissez beaucoup de chefs d'entreprise qui se sont battus pour sauver leur boîte et qui ont réussi? Et qui ont réussi, c'est clair. Non. Voilà. Dans d'autres pays, ils attendent que certains entrepreneurs soient dans l'échec avant de leur faire confiance. En France, c'est dès qu'on est dans l'échec, on nous dit, leur faites pas confiance, ils ont échoué. Alors que, stratégiquement parlant, automatiquement, je suis normalement plus aiguisé avec toutes les erreurs que j'ai fait, tout ce que j'ai appris, que quelqu'un qui a jamais fait de conneries, quoi. Donc, bon. C'est la capacité après à se redresser, à repartir. C'est quoi pour toi les partenaires clés d'un entrepreneur, soit en interne, soit en externe, peu importe, du chef d'entreprise en fait? Tu mettrais qui comme personne vraiment un bon expert comptable, un bon banquier, des vrais partenaires, hein, c'est vraiment, je trouve, pour avoir un socle parfait. Peut-être un développeur, un expert en pilotage d'entreprise ou un développeur stratégique et commercial, quelqu'un qui va avoir un regard externe à ton activité, qui va savoir te dire pourquoi tu vas là, ou juste quelqu'un de bienveillant qui questionne sur où tu veux aller, pourquoi. Et ça, je pense que c'est quand même important. Et idéalement, il faudrait quelqu'un dans l'entreprise qui vienne compléter tes lacunes. Quand tu es seul chef d'entreprise, tu peux pas être à la fois un bon patron, un bon comptable, un bon commercial, un bon poseur, un bon tout, un bon technicien SAV, c'est pas possible. À un moment donné, et une vraie casquette, la bonne, celle qui est la plus utile à ta boîte, et à côté, recrute des personnes qui sont meilleures que toi sur la gestion ou sur... Enfin, moi, c'était l'administratif, autant te dire que je fuis mon bureau. Moi, j'y suis, moi, je me porte. Et des fois, je suis obligé d'être là pour vérifier des dossiers, signer des papiers. Bon, je le fais, mais ils savent, mes collaborateurs, que ils me verront pas souvent au bureau. C'est pas ton truc, ouais. Ouais. Et du coup, qu'est-ce que vous avez mis en place comme process dans cette restructuration, dans la collaboration client? Tu vois, tu m'avais dit, on y reviendra, que l'entretien découverte est hyper important. Donc, on y reviendra un petit peu après. Mais une fois que c'est signé, qu'est-ce que vous avez mis en place un peu comme process client pour justement éviter parce que le risque client, il y a plein de choses qui peuvent venir polluer la chaîne. Déjà, ça part dans les accompagnements que j'ai pu avoir. J'ai été vraiment aidé par le club dirigeant bâtiment aussi, que j'ai rejoint. J'ai beaucoup communiqué là-dessus. C'est souvent ce qu'on disait, c'est le début de l'histoire qui fait la fin de l'histoire. Donc en fait, dès que tu dis dès le début au client, voilà comment ça va se passer, voilà comment nous on travaille, et déjà sur la gestion des paiements, 50% d'acompte à la commande, 40% à la livraison en réception de marchandises,
et 10% restant en fin de chantier, c'est clair. Et si tu valides ça dès le début, c'est bon. On est fait pour travailler ensemble. Ça veut dire que tu encaisses 90%, 50 plus 40, Oui. à la livraison sur le chantier. Ah Donc oui, ça oui. veut dire que c'est pas encore posé. Non, très important. Ouais. Et oui. Ok. Et quand tu achètes une commande sur Internet, tu la payes 100%. Tu prêches une convaincue. Voilà. Mais alors, il y a tellement d'entrepreneurs fois- qui vont te dire que c'est pas possible de faire ça, Chaque tu fois vois. qu'on fait un écart, tu peux être sûr que dès qu'on est trop gentil ou qu'on dit ok, vous paierez plus tard, on court après notre paiement. C'est incroyable. Cindy, chez nous, chaque fois qu'elle dit le client m'a dit il donnera le chèque au poseur, je dis là ça sent mauvais, mauvaise magie et tu peux y aller. Les poseurs font le job, tout est bon. On signe le PV de réception de chantier et ils partent pas avec le chèque. Et pourquoi voilà. Et on court après le paiement. Donc non, maintenant c'est vraiment. Des fois juste je suis un peu plus souple. Je comprends que donner 50% d'acompte dans le contexte actuel, ça peut inquiéter des futurs clients sur des entreprises qui pourraient disparaître. Surtout quand on a vu ce qui est arrivé avec Mister Menuiserie sur notre marché, les gens sont inquiets. Mais, ok pour 30 ou 40% d'acompte, mais quoi qu'il en soit, vous verserez 40 ou 60% complémentaires avant la livraison et les 10% de restant en fin de chantier. Pourquoi ? Parce que ça équilibre aussi la relation commerciale. C'est-à-dire que les gens pensent que parce qu'ils ont beaucoup à donner en encaissement qui reste à l'artisan, ils vont se permettre de négocier des trucs qu'ils n'auraient pas négocié au départ. Mais non, le contrat de base, il est comme ça. Donc on explique vraiment dès le début le parcours client, voilà comment ça va se passer, une première rencontre, une deuxième, à chaque fois. Et en fait, on peut revenir là-dessus si toutefois il y a un doute ou s'il y a une zone de flou. Maintenant que ça c'est écrit, en fait, on sait ne plus faire de devis déjà, si le client n'adhère pas déjà à ce process-là. D'accord. Et puis... Hyper intéressant ça. Ah ouais. Oui, parce Ça que t'explique le nombre d'abord de devis comment qu'on ça pouvait va se faire... passer. Ah oui. Et si le client est OK avec OK les pour conditions, vous, avec tout, là, vous faites un devis. Voilà. Après, le discours, c'est OK. Nous, pour bien vous accompagner, on a besoin de comprendre qu'est-ce que vous voulez faire, pourquoi et à quoi ça va servir. Il n'y a que lui qui peut le dire. Dans notre métier, dans notre marché, on a tendance à... C'est normal, il vient nous voir pour changer ses fenêtres, c'est logique, ses fenêtres elles sont pourries. Mais non, est-ce qu'il t'a dit pourquoi il voulait les changer ? Et qu'est-ce qu'il attend des nouvelles fenêtres ? Ou qu'est-ce qu'il attend de sa pergola ? Il faut lui demander pourquoi, à quoi ça va servir. Après, techniquement, il faut qu'on puisse vérifier. Si tu vas pas sur place prendre des mesures ou si tu vas pas vérifier l'environnement, tu peux pas lui dire si techniquement ou pas ça va coller. Et surtout financièrement, il a quoi comme budget ? Il sait pas, on lui annonce quelques prix indicatifs, des repères marchés. Et donc maintenant, si on ne sait pas ce que veut faire le client, si on ne sait pas techniquement ce qu'on peut proposer et si on ne sait pas financièrement combien il a, on fait pas de devis. Ok. Voilà. C'est aussi simple que ça. En fait, ça paraît hyper logique quand tu le dis et quand on t'écoute, alors qu'en fait, 80% des gens ne font pas comme ça. Voilà. Et ça a un bienfait énorme sur l'organisation en interne, parce que tu te retrouves qu'avec des dossiers qualifiés et des vrais projets. Pas des trucs polluants au quotidien où tu as l'impression d'avoir une tonne de boulot, d'être surchargé de boulot et de faire des devis, et puis le taux de transformation, il est nul. Donc ça sert à rien de payer des employés à faire des devis, tu vois. Donc voilà. Et après, ça se manage. Ça se recadre régulièrement. Et dit, pourquoi tu as fait un devis là ? Ben, parce que le client m'a demandé, ouais, mais tu n'avais pas le budget. Donc tu as une chance sur deux de faire un devis et que ça colle pas. Qui va être rejeté, ouais, c'est clair. Mais bon. Et ça, les équipes, elles ont accepté ces nouveaux process ? C'est des équipes qui étaient là avant ? Non, Parce qu'il y en a qui étaient avant, il y en a qui sont arrivés après. On a renouvelé. Toute l'équipe ? Ouais, toute l'équipe. Ah ouais, la vache. Sauf Cindy qui est encore là, qui est assistante administrative et commerciale. Et qui, elle était là déjà du départ ? Ouais. Okay. Non, pas du tout départ, mais elle a rejoint l'entreprise au moment où on était en pleine croissance et elle a vu les difficultés. Elle était là quand vous étiez dans le dur et qu'il a fallu passer le cap, quoi. Ouais, tout à fait. Et donc elle a vu aussi la différence au niveau admin, parce qu'en plus tu me dis qu'elle est assistante administrative. Donc en plus dans votre domaine d'activité, l'ADV, la partie administration des ventes, c'est costaud quand même. C'est ce qui lui prend le plus d'énergie, la gestion des commandes. Les échanges avec les fournisseurs, les délais pas respectés. Ah non, mais dans cette activité, c'est un poste clé. Et même au contact des clients. Je sais pas si elle est au contact des clients chez toi. J'en sais rien comment ça se passe. Oui, elle l'est. Elle fait même quelques ventes de faire parfois. le lien. Tu sais aussi d'expliquer aux clients comment ça va se passer. De faire cette interface, c'est important. Elle le fait très bien et puis même je suis bluffé de voir à quel point elle est opérationnelle pour respecter le fait qu'on doit encaisser 90% du montant avant d'y aller, quoi. Ouais.
C'est fou, c'est fou. Et donc, du coup, et pareil, PV de réception, c'est quelque chose, tu l'as évoqué rapidement, c'est quelque chose que tu as toujours fait ou c'est quelque chose que vous avez mis en place aussi au fur et à mesure? On l'avait avant de manière succincte. On le faisait pas. Bon, maintenant, on a un PV, tout est checké, validé. Et puis, voilà, il n'y a pas de bug, quoi. Puis ça passe, quoi. Ouais. Est-ce que tu dirais, si tu compares un peu avant process, après process, donc en interne, on a bien changé, on a bien compris que ça a tout changé, mais vis-à-vis du client, est-ce que tu as l'impression qu'avec des process comme ça, très clairs, les clients sont plutôt effrayés ou au contraire rassurés? Genre ça leur fait peur et ils disent, oh là, mon Dieu, c'est hyper strict ou quoi? Ou au contraire, est-ce que ça les rassure? Non, mais j'ai envie de te dire que grâce à ça, maintenant, on a des clients qui nous considèrent à notre juste valeur. Donc ça match, c'est simple. En fait, si on fait affaire ensemble, c'est que tout ça, ça le rassure et que c'est carré. Si on fait pas affaire, c'est qu'on n'est pas fait pour travailler ensemble, parce que ça lui plaît pas. Donc il va voir ailleurs, c'est pas grave. Et c'est pas grave. Non. Parce que concrètement, ça veut dire que là, tu as un filtre. À ce moment-là de l'entretien découverte, quand tu vas tout lui expliquer, tu filtres. C'est ça, ah oui. Tu sais, on a toujours un client à qui on dit oui parce que c'est le cousin de mon beau-frère ou il est venu de la part d'un tel, ouais, mais quand même c'est le fils du maire, donc tu fais, et puis ça marche pas, parce que les raisons ou les motivations sont pas les bonnes, il n'est pas passé par le process client et l'acceptation de nos conditions, et à chaque fois ça bug. Et donc, de toute façon, vraiment, on le voit, tous les dossiers qui se passent bien, c'est ceux où on respecte les process, et ceux, dès qu'on fait un petit écart, on rame et ça nous prend une énergie incroyable. Ouais, et puis du coup, en plus, il n'y en a pas beaucoup, donc c'est aussi des trucs qu'on a moins l'habitude, donc on se dit, là, comment on fait parce que du coup, on n'est pas quotidiennement confronté à ça au final. Donc, Dans notre métier, il y a souvent des restes à faire ou des petits SAV, pas grand-chose. C'est bien expliqué que tant que le dossier n'est pas soldé, donc tant que vous n'avez pas payé la facture, en gros, on ne déclenche pas le SAV, parce qu'un SAV, c'est un service après-vente. Parfois, il y a des SAV qui sont liés à une erreur client ou à un défaut sur le chantier, mais qui ne nous empêche pas de faire le boulot. Eh on l'explique même ça avant. C'est-à-dire que si vous ne nous payez pas en gros le solde, n'espérez pas qu'on vienne faire le SAV. Par contre, si c'est un reste à faire, effectivement, qui est sur le contrat et qu'on ne l'a pas fait, oui, là, c'est normal qu'on vienne le faire. C'est pour ça qu'à la fin, on garde 10% pour la soif, comme on dit chez nous, pour... juste le travail n'est pas fini, je paierai les 10% quand ce sera fini. Moi, ce qu'on explique, c'est que tout est fini, tout est posé, tout est installé, tout est livré, tout est OK, vous avez signé le PV de réception de chantier. Tant que vous n'avez pas payé les 10% restants, on ne fait pas le SAV. C'est ça. J'ai eu le cas sur un vitrage rayé, par exemple. D'accord. Le fournisseur m'a livré un vitrage, à l'intérieur, il était rayé. C'est pas nous, on l'a reçu comme ça. Mais le client dit, je paierai que quand vous me changerez le vitrage. Je dis, rappelez-vous de ce qu'on vous a expliqué. Est-ce que le SAV nous incombe ? Oui, mais est-ce que c'est notre faute? Est-ce que c'est la vôtre? Non. Et est-ce que ça impacte le contrat que vous avez signé avec nous? Non. Donc vous payez les 10% restants, on déclenche le SAV, on vous change le vitrage et c'est bon. Avant ça, je te explique même pas le nombre d'argent que j'avais dehors dans la nature dès qu'il y avait quelque chose. Un vitrage rayé, un couvre-joint manquant, une poignée. C'est sûr. C'est sûr. Est-ce que vous essayez, j'imagine, du coup, de faire au maximum des réceptions sans réserve, de façon à éviter tous ces débats sans fin? Il y en a, je dirais aujourd'hui que 90% des PV de réception sont sans réserve. On a même demande d'avis Google et satisfaction client et utilisation des photos. Les gens disent oui. Ouais. Donc, c'est important ce moment parce que tu vois, la réception, pour moi, c'est un moment clé dans la relation. Tu livres, le client est content. Logiquement, il a enfin ce qu'il avait commandé, payé. En plus, avec les délais, ça peut avoir duré un petit temps et tout. Donc, il est censé, tu vois, à la fin, être content. Et donc, c'est un moment un peu où on va célébrer, quoi. La collaboration, les photos, c'est vraiment quelque chose qui est chouette à faire. Je ne palpe plus trop ça. Je le laisse faire à mes équipes. Ouais, mais c'est un bon moment pour eux, j'imagine, la fin. Oui, je suppose, oui. Ça doit être... Ils le font, donc ça doit être, ça doit être bon. Sans doute, sinon ils le feraient peut-être pas, c'est vrai. Ouais. Qu'est-ce que tu conseillerais à un chef d'entreprise ou une entreprise, même plus grosse, une PME, peu importe, qui serait confronté justement à des délais de paiement un peu longs ou à des impayés? Pour toi, ça serait quoi, tu vois, si tu devais retenir un petit peu dans tout ce que tu nous as dit et dans tout ton parcours, 2-3 éléments clés, tu vois, qui vont venir sécuriser tout ça? À mon humble avis, il faut déjà être accompagné et en parler. Il faut sortir de la solitude du patron. Il
Faut pas avoir honte de la situation, il faut le dire au plus grand nombre. Et puis il faut écrire les choses. Les paroles s'en vont, les écrits restent. Dès que tu envoies une première relance écrite, une deuxième, une mise en demeure. Enfin, il y a un moment donné, j'ai appris aussi que dès que tu veux aller un petit peu en recours, ben, si t'as pas tout ça, ça sert à rien. Ouais, c'est compliqué. La relation humaine, c'est bien. Moi, je suis dans l'humain et voilà, mais tu te fais avoir. Parce que quelqu'un qui peut pas te payer, concrètement, il peut pas te payer. Hein. Tu vois, il te sortira toujours les excuses qui vont bien. Mais toi, pour te protéger, en tant que chef d'entreprise, à un moment donné, sois bien accompagné. L'impact que ça peut avoir dans les prévisionnels, du coup, si tu as un impayé là, quel est l'impact sur la trésor et sur les chantiers à venir? Et pour moi, il faut être accompagné, il faut être aidé soit d'un bon expert comptable, soit d'un expert en stratégie ou en pilotage, ou même quelqu'un en recouvrement. Enfin, tu peux pas y arriver tout seul, tu peux pas tout gérer. Tu vois. Ouais. Concentre-toi sur ton métier, ton opérationnel. La gestion d'entreprise, trouve des gens qui t'aident, quoi. Enfin, le meilleur conseil que je puisse donner aujourd'hui à des chefs d'entreprise qui me demandent, hein, parce que maintenant j'accompagne aussi des chefs d'entreprise comme moi qui veulent progresser. Tu as qui, à part toi, dans ton entreprise, que tu peux solliciter si tu as besoin? Et si tu me réponds personne, ça va pas, trouve quelqu'un. Ouais. C'est un des enseignements qu'on a, je pense, dans 100% des épisodes qu'on fait. Ouais. Être bien entouré. Bien entouré, bien accompagné, savoir demander de l'aide. C'est vraiment, en le disant, ça a l'air de rien, mais en fait, c'est pas si évident. Et puis, il faut trouver les bonnes personnes. Mais effectivement, Ouais, donc c'est du coup, ça. c'est sortir aussi. Sortir, voir du monde, avoir un peu de réseau aussi dans son milieu, pour savoir qui sont les personnes ressources qu'on peut solliciter, quoi. C'est hyper important. Ouais, oui. Sors de ta zone de confort. Ouais. Et puis, vas-y, va au contact. Enfin, moi, je ne peux que encourager le contact humain. Les hommes sont capables des merveilles et des pires folies, mais il y a toujours du bon. Et à un moment donné, si tu vas pas au contact humain, tu passes à côté de quelque chose. Tu t'enfermes dans une case et dans un univers qui est froid et inhumain. Donc c'est pas bon. Enfin, voilà, après, Ce qui peut être le risque, des fois, c'est ce que j'entends en objection quand je parle des process. C'est oui, mais nous, on est dans l'humain, on est dans la relation, on est dans la confiance. Mais raison de plus. Et ça va ensemble, en fait. Mais oui. C'est trop de l'un et pas de et C'est pas du comme tout de avec l'autre, les ça marche enfants. pas, Si et t'imposes pas inversement. un cadre, moi je suis papa de 3 garçons. S'il n'y a pas de cadre et de règles à respecter, mais c'est le bordel à la maison et on s'engueule. Alors que dès que tu remets un cadre, hop, tu te rappelles, nous on a un planning carrément. Aujourd'hui c'est toi tu mets la table, toi tu vas au bain, toi tu ranges la chambre, toi tu mets le couvert, là. Hop, qu'est-ce qui est marqué au planning? Et puis on passe des super moments en famille. Alors que si tu n'as pas de règles et de cadre, eh ben ça part dans tous les sens. Donc même en entreprise, c'est tout bête que d'écrire un process, une fiche de poste claire. On refait des fois des checks sur quelle est la haute valeur ajoutée de chaque individu et de comment on optimise le travail et que chacun soit épanoui. Si tu es épanoui dans ton job, que tu es heureux, déjà, tu n'as pas l'impression de bosser, c'est top. Et en plus, ça se sent. Quand ça tu vas se décrocher, sent au niveau t'entends des le clients. sourire, hein, et quand les gens vont te voir, voilà. Au début, quand j'ai créé Équipe Habitat, j'adorais. Les gens disaient de nous, on sent que vous êtes une équipe, parce que ça communiquait beaucoup, parce que c'était les cousins, les malins, hein, donc on l'a perdu. Et là, j'ai dit, c'est mon objectif, c'est qu'on retrouve ça. Je veux que les gens disent, on sent qu'il y a une vraie équipe derrière, et que tout ne dépend pas d'un ou d'une personne. Voilà. Et donc, il y a le service commercial, il y a le service logistique, il y a le service pause, et après, il y a le service ADV. Tout ça, je veux que le client, il ait un parcours et qu'il se dise, waouh, avec eux, c'est génial. Et de toute façon, je le vois au téléphone qui sonne, et il se passe pas un jour sans que j'ai une recommandation ou quelqu'un qui m'appelle de la part de quelqu'un. Donc, ça aussi, tu vois, tu le palpes. Oui. Voilà, tu te dis, c'est bon, on est sur la bonne dynamique, quoi. Complètement. Bah, ça, c'est une super reconnaissance parce que ça veut dire que si c'est Ouais. les clients en plus qui recommandent, C'est ça. a priori, ils sont contents. Sinon. C'est ce qui m'a donné envie aussi de m'exprimer et d'être plus présent sur des réseaux comme LinkedIn ou autre, mais on a un savoir-faire et à quel moment on s'est interrogé de comment on le faisait savoir. Bon sang, il y en a d'autres qui le font, pourquoi pas nous et pourquoi pas moi. Et c'est pour ça que depuis que je communique aussi, ça c'est l'effet boomerang, mais ça a un effet positif aussi sur mes collaborateurs. Parce qu'à travers tous les commentaires, les partages et tout qu'il peut y avoir sur notre réalité terrain, si toutefois eux ils avaient un doute de mince là on n'a pas été bon ou quoi, ben non en fait ouais, on est des professionnels et c'est bon de se le rappeler aussi quoi. C'est ça. Oui, puis après, qu'il y ait un problème sur un chantier ou quoi, ça peut toujours arriver. Après, c'est aussi la façon dont tu l'abordes, dont tu le règles, dont tu prends ta responsabilité. quoi qu'il Tu en vois, soit, c'est aussi ça qui vient rassurer le client derrière, c'est que tu pars pas en courant Non, s'il y a quelque on chose a qui va toujours pas, été quoi. au bout des Ouais. choses. Toujours. Même une véranda compliquée l'année dernière où on avait raté la toiture. À chaque pluie, il y avait une petite fuite, une petite fuite. Je suis allé au bout, vraiment. Je laisse jamais les gens
je peux pas, humainement, je peux pas laisser les gens dans la merde, entre guillemets, vraiment. Il faut aller au bout du projet, quoi. Il faut aller au bout du truc. Même si à un moment donné, tu perds des plumes, tu perds des sous, ben, t'apprends de tes erreurs et tu deviendras meilleur pour la suite. Il faut le voir comme un investissement. Complètement. Tu as plein de choses à transmettre de toutes ces expériences. C'est quoi tes projets là aujourd'hui? Tu as des envies, tu l'as dit plusieurs fois que tu avais envie d'accompagner sur l'humain, d'être plutôt sur la transmission et tout ça. Cette année, c'est l'année de mes 40 ans, tu vois, et puis il y a un petit verrou qui s'est levé en moi. Je me suis dit, tiens, là, peut-être je suis un peu légitime pour partager, pour accompagner, pour coacher des entrepreneurs comme moi qui auraient envie de progresser et de pas faire les mêmes erreurs que moi. Donc aujourd'hui, je développe un nouveau programme d'accompagnement commercial pour développer au national, ce qui a fonctionné pour nous dans le sud de la France, mais pour d'autres, dans d'autres régions de France. J'en dirai pas plus pour aujourd'hui, mais ouais, bien sûr. Mais l'idée c'est voilà, le mouvement est en marche. Il y a une belle opportunité de business, voilà, pour ceux qui veulent progresser et être à l'aise, je suis là. Voilà. Très bien. Je partage. Dans le secteur de la menuiserie, oui, sur l'outdoor, sur la pergola plus précisément, sur les extérieurs, mais voilà. Mais à la base, moi, ce qui m'anime, c'est l'humain et le partage. Donc c'est une rencontre humaine. Tu vois, je fais pas ça pour développer un business ou pour m'enrichir. Ça marche pour nous. Il y a des gens qui sont intéressés à moi. Parce que du coup, on a commencé à faire un volume et ça devient intéressant. Donc je dis, tiens, si ça marche pour nous ici, pourquoi ça marcherait pas ailleurs? On a testé, ça marche. Donc maintenant, ceux qui veulent, trop bien. Le marché est ouvert. Et je pense en réécoutant ton parcours que il y a beaucoup à apprendre de tes expériences. Je sais pas, après on a tous à apprendre les uns des autres. Ouais. Mais t'as l'humilité, mais tu vois, moi, pour voir beaucoup de personnes qui sont dans des situations très compliquées parce qu'ils vivent des impayés, parce que la boîte est compliquée, enfin, dans des situations compliquées, ou des gens qui se rendent même pas compte des erreurs qu'ils ont pu faire pour en arriver là, etc. D'être accompagné par une personne qui a ce vécu, mine de rien, quand tu passes par les phases par lesquelles t'es passé, je pense que t'as des réflexes, tu vas aller regarder des choses avec une rapidité et un œil beaucoup plus affûté. J'ai été riche de ça aussi avec mon expérience en B2B quand j'étais chez Préfal. J'avais ce regard extérieur où tu arrives dans une entreprise et tout de suite, tu vois, des trucs qu'eux, ils ont même pas vus. Tu vois, c'est un magasin dégueulasse, un showroom qui est pas entretenu, des palettes de partout, des camions dégueux, et tu le vois pas, mais en fait, t'attires pas des nouveaux clients avec ça. Bon. Mais c'est vrai que je me suis mis à contrario de mon marché à moi, je me suis mis à accompagner aussi des entrepreneurs qui étaient demandeurs pour faire un peu de mentorat et de l'accompagnement, et ça vient à ce que moi j'ai vécu. Je dis, la base, c'est toi. Si toi, ça va, le reste, ça ira. Donc, qu'est-ce que tu fais pour prendre soin de toi? La plupart des individus savent même pas de quoi ils ont besoin. C'est quoi ta priorité? C'est quoi qui te nourrit? C'est quoi qui t'anime? C'est quoi qui fait que tu es heureux? Pose-toi les bonnes questions, nourris-toi toi, et tu verras que ça ira tout seul après derrière. Et après, on parlera stratégie, on parlera entreprise, on parlera optimisation, mais tant que toi tu vas pas bien, en fait, mais c'est pas si facile, hein. Il y en a qui sont incapables de se remettre en question. Qui n'arrivent pas à redemander de l'aide non plus, je sais pas comment te dire, ou qui sont mal accompagnés. Moi, j'avais la chance d'avoir mon épouse qui m'épaulait, mais si t'es seul à la maison... l'entourage est hyper important. L'entourage est hyper important. Écoute, c'est chouette, je te souhaite vraiment de t'épanouir encore et de continuer à t'épanouir dans tout ça. Je pense que ça va te plaire. Déjà, 2026, ça va être mémorable. On voit, t'as les yeux qui brillent, ça te donne envie, là, donc c'est trop chouette. Et beaucoup de chance, enfin, je sais pas comment exprimer il en faut dire un peu ça, de chance, mais... Non, c'est pas ça, je veux dire, c'est les personnes qui vont croiser ta route auront beaucoup de chance, c'est ça que je voulais dire, de la croiser et de pouvoir bénéficier de tout ça. En tout cas, je te souhaite de très très belles rencontres et que tu puisses continuer à développer, continuer à faire grandir tes équipes, ta boîte et puis les entrepreneurs qui croiseront ta route. Merci beaucoup. Voilà. Merci vraiment beaucoup d'avoir partagé tout ça, c'est pas toujours évident. De reparler des passages pas les plus simples. Tu m'as fait transpirer à quelques moments, je suis désolée. Mais c'est précieux parce que c'est la vie de l'entrepreneuriat aussi, c'est des réalités que beaucoup d'entreprises rencontrent et dont on ne parle pas. On rappelle quand même 70 000 entreprises qui ont fait faillite l'année dernière, c'est énorme. Et derrière, il y a des gens. Il y a des humains, il y a des équipes. Et donc du coup, d'avoir des témoignages comme ça reste à mon sens trop rare. Donc merci de l'avoir fait ici. C'est pour ça que j'ai accepté ton invitation. Je me suis dit que
ça aurait fait sens et ça aurait fait écho pour moi à une époque où j'étais en demande aussi, donc pourquoi pas le partager. Je suis sûre que ça aurait fait écho, si c'est au moins une personne, on sera content, je suis sûre que ça sera le cas. Et ben voilà. Merci pour tout en tout cas. Merci à toi. À très très bientôt et belle suite. Merci. Merci. À très vite. Merci. Et pour nous, en Business Soyons Cash, on se retrouve sur toutes les plateformes d'écoute et sur YouTube. Abonnez-vous à la chaîne pour ne rater aucun épisode. Et si l'épisode vous a plu, likez, partagez, identifiez des chefs d'entreprise qui pourraient être inspirés par tous ces partages. À bientôt.